repérer que toute son équipe elle est là pour prendre le podium dès qu'ils sont là. Voilà. Merci. Je sais que vous avez un keynote speaker tout à l'heure. Voilà. Alors, pour rappel, ce panel il est supposé terminer à 17h30. 17h30. À la salle Salimbo, actuellement, il y a la Chambre de commerce de Tunisie-Côte d'Ivoire qui parle de l'industrialisation agroalimentaire, catalyseur d'échanges et d'initiatives pour la Tunisie et la Côte d'Ivoire. À la salle Diafa, dans une demi-heure, il y aura le panel final d'investissement, investir en Guinée, et la salle Lim, investir en Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'on va clôturer FITA 2025. Je vous invite donc de nous rejoindre. Bon panel, tout le succès, Inch'Allah.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Si vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Très bien. Donc bonjour encore une fois. Merci de prendre place. Donc nous attaquons une séance dédiée au partenariat public-privé et comment ça va permettre de préserver la résilience des infrastructures dans nos pays africains, tout en créant une synergie entre l'État, les secteurs publics et le secteur privé. Nous avons plusieurs axes qu'on va y aborder. On va voir quelles sont les conditions de réussite des PPP, le cadre juridique, en particulier institutionnel. On va analyser les risques, un mot-clé au niveau des partenariats publics-privés. Comment assurer la bancabilité de ces projets et la mobilisation des financements privés. Quels outils nécessaires, en particulier les appuis techniques, le renforcement des capacités et la nécessité d'avoir une approche multidisciplinaire, technique, juridique et financière. Et on va voir ensemble quelles sont les potentialités pour les retombées économiques concrètes avec des études de cas régionales. Avec moi aujourd'hui, M. Adf Majdoub, président de l'instance générale du partenariat public-privé. Adf Majdoub préside l'instance depuis plusieurs années. Il est également président du conseil d'administration de la STB. Je rappelle que l'IGPPP, l'instance générale de partenariat public-privé, est rattachée à la présidence du gouvernement. J'appelle Adf Majdoub au pupitre ou assis comme tu veux. Bonjour tout le monde, distingués intervenants, chers participants, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre stratégique qui met en lumière une thématique essentielle pour l'avenir de notre continent, à savoir le partenariat public-privé, comme synergie gagnante pour une croissance durable et une résilience économique en Afrique. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs pour cette initiative opportune, à M. Khaled Amri, directeur général de JAD Advisory, pour avoir accepté donc la modération de ce panel. Je salue également nos éminents intervenants, Mme Nami Ayeidi, présidente de la Tunisia Investment Authority, la TIA, M. Dieudonné Bondouma, président de CARPA au Cameroun, l'équivalent de l'IGPP au Cameroun, M. Abdourahmane Traouri, représentant de l'unité PPP du Mali, M. Abdoulaye Thiam, expert PPP d'Expertise France, et notre collègue qui n'a pas pu se rejoindre à nous de l'APCSC de la République démocratique du Congo, M. Freddy Yodi Chambo. Votre présence ici est le reflet d'un engagement partagé pour la transformation de nos économies par le biais des partenariats intelligents, équilibrés et stratégiques. L'Afrique, berceau de 1,5 milliard d'habitants et terre d'opportunités immenses, se trouve aujourd'hui à un tournant historique.
Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui représente un formidable levier de croissance, mais aussi une pression sur les infrastructures, l'éducation, l'emploi et les services de base. Les besoins de financement des infrastructures africaines, selon la Banque africaine de développement, sont estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un déficit de financement d'environ 100 milliards de dollars par an. Pourtant, le volume total des projets PPP en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne, ne représente que 3% des investissements mondiaux dans ce domaine, en marge de progression significative par ailleurs dans d'autres continents. Face à ce contexte, les partenariats publics-privés émergent comme un levier structurant capable de combiner la force stratégique de l'État et l'agilité du secteur privé pour produire des résultats concrets, durables et à fort impact social. Il ne s'agit plus simplement de mobiliser des financements alternatifs, mais de construire des alliances stratégiques, de partager des risques, de catalyser l'innovation et de renforcer les capacités publiques. Le PPP est aujourd'hui un instrument de gouvernance et de développement qui permet à l'État de rester stratège tout en favorisant une exécution efficiente et transparente des projets. Mais pour réussir, plusieurs conditions doivent être réunies. J'énumère au moins 4. Tout d'abord, un cadre juridique clair et prévisible qui garantit la sécurité des investissements, la répartition équitable des risques et la protection de l'intérêt public. Deuxième condition, une capacité institutionnelle renforcée à travers des unités PPP professionnelles, outillées, stables et soutenues par un leadership politique engagé. Troisième condition, une transparence accrue dans la sélection, la passation et le suivi des projets afin de bâtir la confiance des investisseurs et de la société civile. Et dernièrement, une vision stratégique claire, alignée avec les objectifs de développement durable et les priorités de chaque pays. Mesdames et messieurs, c'est justement ce que vous portez, chers intervenants, à travers vos expériences respectives, que ce soit en Tunisie, au Cameroun, au Mali, au Sénégal ou en RDC. Vos travaux contribuent à l'émergence d'une véritable culture africaine du PPP, fondée sur l'apprentissage mutuel, l'innovation contextuelle et la recherche d'impact. D'ailleurs, certains pays africains commencent à se démarquer, et je cite à titre d'exemple le Kenya, qui a lancé l'un des plus importants programmes PPP en Afrique de l'Est, avec plus de 80 projets dans son portefeuille, dont des infrastructures routières, hospitalières et éducatives. Le Maroc aussi a réussi à mobiliser des milliards dans les énergies renouvelables grâce à des PPP bien structurés. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont dotés aussi d'un cadre juridique modernisé et des unités PPP dynamiques. Chers confrères, ce forum est l'illustration même de ce que nous devons encourager, le dialogue interinstitutionnel, le partage d'expériences et la capitalisation sur les réussites et les leçons apprises. À titre d'exemple, la Tunisie a intégré des projets solaires dans un programme de transition énergétique en recourant à des mécanismes PPP compétitifs et encadrés. Le Cameroun, à travers le CARPA, renforce les mécanismes de passation et de contrôle des contrats PPP, garantissant une plus grande crédibilité vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Le Mali met en œuvre des projets essentiels à travers des modèles hybrides public-privé pour sécuriser l'accès aux services de base. La RDC travaille à structurer une approche contractuelle transparente afin de maximiser les retombées locales de ces investissements structurants.
Ces efforts doivent être désormais s'inscrire dans une dynamique régionale où les États apprennent les uns des autres et coopèrent pour renforcer l'attractivité de l'Afrique dans le paysage global des investissements PPP. En conclusion, je voudrais insister sur un point fondamental en disant que les PPP ne sont ni une mode, ni une panacée, ni une fin en soi, mais un outil au service d'une ambition plus grande, celle d'une Afrique résiliente, souveraine et prospère. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des hôpitaux, mais bien de bâtir la confiance entre tous les acteurs, renforcer les institutions publiques, mobiliser le secteur privé pour un développement inclusif, équitable et durable. L'heure aujourd'hui est à l'action, l'heure est aujourd'hui à la coopération, l'heure est aujourd'hui à la cohérence entre vision politique, capacité d'exécution et exigence de transparence. Ce n'est qu'à travers une véritable synergie entre les secteurs publics et le secteur privé et en plaçant l'intérêt du citoyen au cœur du projet que nous ferons du PPP un outil de transformation réelle, un vecteur de souveraineté économique et un accélérateur d'inclusion sociale pour l'Afrique. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et vous souhaite des échanges riches, concrets et porteurs d'impact. Merci beaucoup, M. Atf. Donc, on va lancer les discussions. Malheureusement, M. Freddy Yodi Chambaud n'a pas pu venir se rendre avec nous. Donc, M. Chambaud est directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre le RDC et ses partenaires privés, appelées APCSC. Depuis novembre 2022 à Kinshasa, il est avocat de formation, il était consultant en négociation de contrats de ressources naturelles avant sa nomination à la PCS. Alors, M. Freddy Yodi Chambaud va nous présenter avec une intervention télévisée les missions clés en matière de PPP, le pilotage de coordination, comment ça se fait en RDC, la nécessité de respecter rigoureusement les clauses contractuelles et l'optimisation et la transparence pour maximiser les retombées locales de l'investissement. La vidéo, s'il vous plaît. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Mesdames et messieurs, distingués participants, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour cette tribune essentielle. Mes remerciements à notre modérateur et à mes copanélistes que j'aurai eu le grand plaisir de rencontrer en personne. Veuillez accepter toutes mes excuses du fait d'un changement de dernière minute qui ne m'a plus permis de faire le déplacement de Tunis, ville que j'aurais bien voulu découvrir et dont j'aurais bien aimé profiter de l'hospitalité légendaire. En tant que directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration en République démocratique du Congo, je viens partager avec vous une conviction profonde. C'est que le partenariat public-privé est l'une des clés pour notre transformation économique en Afrique. En effet, notre continent regorge d'énormes opportunités
mais faire en même temps face à d'énormes défis. La RDC, par exemple, est riche de ses ressources naturelles, mais aussi confrontée à des défis majeurs en matière d'infrastructures de base. Mais grâce au partenariat public-privé, à l'instar de celui conclu avec nos partenaires dans le cadre du projet SICOMINE, nous avons pu lancer depuis quelques années des projets structurants qui ont vu naître des routes, des hôpitaux et des écoles. Mais ces succès ne doivent pas occulter les leçons apprises. Il y a une nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse. Il y a un besoin des mécanismes d'audit plus solides et besoin d'un équilibre juste, plus juste, entre les intérêts publics et privés. C'est pourquoi à la PCSC, nous croyons qu'il est temps de passer au PPP. Je vous invite en passant à visiter notre stand à PCSC pour recevoir plus d'informations de l'équipe spécialisée qui a fait le déplacement quant à ce. Passons donc à des partenariats, mais non seulement de partenariats rentables, mais surtout de partenariats responsables. Responsables envers nos populations en créant des emplois et en renforçant nos PME locales, responsables envers notre environnement en construisant des infrastructures durables, responsables enfin envers nos États en assurant transparence, équité et bonne gouvernance. C'est cette nouvelle génération de PPP, plus inclusive et plus résiliente, que nous appelons de tous nos vœux pour l'Afrique. Et pour réussir, nous devons renforcer nos cadres juridiques, moderniser nos institutions et surtout instaurer un climat de confiance entre les secteurs publics et privés et bâtir des projets qui répondent non seulement aux attentes des investisseurs, mais aussi et surtout aux aspirations profondes de nos peuples. En RDC, sous le leadership de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, la PCSC, placée sous la tutelle de son Excellence Madame la Première ministre, est appelée à jouer pleinement ce rôle en structurant des projets plus transparents, en facilitant un dialogue permanent entre partenaires et en s'assurant que chaque convention signée contribue réellement à une croissance durable et à la résilience de notre économie. Mesdames et messieurs, oui, l'Afrique a besoin aujourd'hui de partenariats forts, mais surtout des partenariats équilibrés et visionnaires. Ensemble donc, faisons des PPP 2.0 le moteur d'une Afrique plus forte, plus unie et plus prospère. Je vous remercie. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Très bien. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Madame Nemia Ayedi, Madame Nemia qui est présidente de la Tunisia Investment Authority, forte d'une ancienne expérience dans les financements de projets en Tunisie. Elle œuvre à l'attractivité de la Tunisie auprès des grands investisseurs internationaux. Et ma première question à Madame Ayedi, c'est en ce qui concerne l'investissement avec un grand I. Le PPP, finalement, comme l'a dit M. Majdoub, n'est qu'un outil. Nous devons faire ce que nous voulons. Mais comment est-ce que les PPP se marient avec l'investissement, avec le code de l'investissement? Quelles sont les synergies, les outils à sa disposition? Merci beaucoup. Merci de me donner la chance de participer à cet éminent panel et merci pour cette question. En fait, les deux cadres réglementaires, le cadre réglementaire de la promotion des investissements, donc la loi d'investissement, et le cadre réglementaire qui régit les PPP, sont des cadres complémentaires.
les deux cadres visent à stimuler l'économie nationale ou les économies en général. Et ils sont intimement liés. On ne peut pas faire aujourd'hui réellement d'investissement, et donc on parle d'investissement privé, sans un cadre légal aussi qui régit les PPP, un pipeline de projets PPP et donc des projets PPP à l'œuvre. Pourquoi? Parce que si on regarde aujourd'hui les déterminants de l'investissement, c'est-à-dire les déterminants des choix, pourquoi est-ce qu'un investisseur va choisir la Tunisie et non pas un autre pays? Donc un certain déterminant de choix pour les sites, et je parle là des investissements particulièrement directs étrangers, on parle toujours des incitations fiscales et financières. Et on dit toujours qu'à travers les différentes études au niveau international, aujourd'hui, ce déterminant-là, il est à la 10e, 15e position par rapport au choix comme déterminant pour les investisseurs. Oui, il est à la 10e ou 15e position, mais parce qu'il faut aussi des préalables. Pour être shortlisté déjà, chez les investisseurs, et qu'il y ait une comparaison entre les différents systèmes incitatifs entre pays, il faut que déjà le pays ait rempli certaines cases. Et certaines cases, on parle principalement d'infrastructures. Et donc infrastructures, on parle de routes, on parle de ports, on parle d'aéroports, on parle de zones logistiques, on parle de zones économiques spécialisées. Donc, on parle d'universités et de cadres d'innovation, de disponibilité de la main-d'œuvre requise, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir de la main-d'œuvre, il faut avoir aussi la main-d'œuvre requise, et donc la disponibilité de centres de formation. Donc, en fait, les investisseurs, ils balayent tous ces critères-là. Et en fonction, si vous cochez ou pas en fait, ces cases-là, après on va voir les incitations fiscales et financières. Donc c'est pour ça qu'on dit les incitations fiscales et financières ne sont pas regardées dans un premier temps au tout début, parce qu'effectivement il y a déjà des préalables et des prérequis pour que l'investisseur shortlist un pays, donc par rapport à un projet d'investissement. On voit bien que les PPP interviennent de façon aujourd'hui très très importante pour que le pays soit shortlisté en fin de compte pour attirer les investissements directs et étrangers. De là, la forte corrélation entre attraction d'investissements privés et développement aussi des PPP. Merci beaucoup. Je passe donc maintenant à Monsieur le Président Dieudonné Bondoma. Monsieur Bondoma, donc, il est président du Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, CARPA, au Cameroun, depuis 2009. Il est économiste et maître de conférences. Il accompagne la réalisation de plusieurs projets d'importance qui ont été mentionnés par Monsieur Majdoub. Ma première question, Monsieur le Président, c'est par rapport au risque qui est l'ADN du PPP. Comment arrive-t-on à bien gérer et maîtriser les risques des PPP? Alors, la question des risques est au cœur même de la gestion des projets en partenariat public-privé. Parce qu'il faut le dire, je ne connais pas un seul projet qui ne comporte pas de risque dans sa mise en œuvre, et encore plus quand il s'agit des projets à long terme, comme ceux relatifs au contrat de partenariat public-privé. Il est donc question ici de travailler à identifier convenablement ces risques-là lors de la préparation du projet. Mais lorsqu'on a identifié les risques, cela ne suffit pas. Parce que dans le cas d'un marché public traditionnel, on a l'autorité contractante qui supporte pratiquement tous ces risques-là, et il peut se dire, tant qu'à faire, je peux avancer sans me préoccuper de
la gestion des risques. Mais lorsqu'on est dans un contrat de partenariat public-privé, il y a au moins deux interlocuteurs. Il y a d'un côté le public, il y a de l'autre côté le privé. Et il est bon que l'on puisse faire une allocation ou une répartition optimale de ces risques-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les risques ne sont pas gérables de la même manière par chacun des deux acteurs. Il y a des risques qui sont mieux assumés par la partie publique. Il y a des risques qui sont mieux assumés par la partie privée. Il est bon de faire cette allocation et de ne pas aller vers une permutation parce que ça va déséquilibrer le contrat de partenariat public-privé. Et lorsqu'on a fait cette allocation des risques, il faudrait donc les intégrer dans l'évaluation du projet pour en dégager l'éligibilité au régime des contrats de partenariat public-privé. Donc, grosso modo, voilà la problématique des risques dans la gestion des contrats de partenariat public-privé. Maintenant, il faut reconnaître qu'au cours des périodes récentes, cette notion de gestion des risques a beaucoup glissé vers l'impact budgétaire des contrats de partenariat public-privé. Et cela dénote de la prise de conscience que nos dirigeants ont de plus en plus sur les contrats de partenariat public-privé qui, au départ, étaient considérés par certains comme étant une panacée. Le keynote speaker l'a indiqué tout à l'heure, alors qu'en réalité, il s'agit de projets d'investissement public qui doivent être rattachés à la ligne ou au processus de planification, programmation, budgétisation et suivi, parce que cela a forcément des impacts budgétaires. Et donc, cette analyse a glissé vers l'impact budgétaire des partenariats publics-privés et de plus en plus, on a l'apparition des notions telles que les passifs fermes ou les passifs conditionnels, toutes choses qui doivent être prises en compte dans les budgets des différents États. Hier, j'accordais une interview à un journal, je crois que c'est l'Économiste maghrébin, et je prenais le cas de deux projets au Cameroun pour illustrer le fait que le risque budgétaire est permanent autour d'un contrat de partenariat public-privé. J'ai pris le cas d'une autoroute qui permet de relier plus facilement le port de Kribi d'une longueur de 38 km et demi. Un projet pour lequel il y a eu, j'allais dire, un cofinancement parce que le partenaire privé a apporté 15% du financement et la partie publique 85%. Mais malgré cet important apport du public dans le financement de l'investissement initial, le projet n'affichait toujours pas une rentabilité financière. Au point où il fallait, à un moment donné, que l'on s'intéresse à l'équilibre financier du partenaire privé. Et à partir de là, est apparue la nécessité de loyers périodiques à lui verser en fonction du trafic, qui n'était pas important. Et donc, là est apparue la nécessité d'une garantie de trafic. Ça veut dire que, en deçà d'un certain niveau de trafic, il faudrait que l'État puisse payer une compensation aux partenaires privés. Et du coup, vous avez donc ici l'implication de l'État à deux niveaux au moins. Premier niveau, l'investissement initial à hauteur de 85%. Deuxième niveau,
garantie de tarifs, ce qui se joue au niveau de l'exploitation. Et ça fait quand même une charge dont il faut tenir compte dans le budget de l'État sur une certaine durée. Et donc, l'idée qui, à un moment donné, était apparue en disant les PPP ne constituent pas un endettement, aujourd'hui, elle est battue en brèche parce qu'on constate effectivement que c'est des engagements fermes s'agissant de cette contribution à l'investissement initial et conditionnels s'agissant de la garantie de trafic, parce qu'on se dit, si le trafic n'atteint pas un certain niveau, alors l'État va intervenir. Là, la notion de passif conditionnel. Et tout cela amène donc aujourd'hui à prendre les contrats de partenariat public-privé avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'analyse, pour éviter que cela puisse déboucher sur une corde au cou des États. Maintenant, et c'est un cas que je prenais aussi hier lors de l'interview que j'ai accordée à l'économiste maghrébin, il y a des contrats qui dégagent une rentabilité financière et pour lesquels le partenaire privé est capable de se rémunérer par le paiement de l'usager. Et j'ai pris le cas d'un projet de sécurisation routière qui permet de faire un tracking des automobilistes sur un certain itinéraire avec une tour de contrôle qui vérifie le comportement du chauffeur. Et dans le cas de ce projet-là, l'opérateur est capable de se rémunérer à partir du paiement que lui font les agences de voyage. Et là, on est dans le cas d'un PPP concessif qui n'exonère pas tout à fait l'État de quelques contributions que ce soit, puisqu'au moins il y a un renoncement à des taxes et droits de douane qui amène quand même à dire que quelqu'un doit payer. Mais à ce moment-là, la charge de l'État est moins lourde. Donc voilà ce que je peux dire, ce que je peux mettre sur la table d'entrée de jeu pour les échanges sur cette question de risque dans les partenariats publics-privés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bondomin. À présent, je vais céder la parole à Dr Abdurrahman Traoré. Dr Abdurrahman Traoré, donc, il représente ici l'unité PPP du Mali. Il est par ailleurs consultant international spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables. Il se consacre au développement de solutions d'énergie socio-économiquement viables pour les pays en voie de développement. Ma première question, Dr Abdurrahman, c'est par rapport à des exemples concrets au Mali de PPP qui ont démontré leur résilience face à la situation actuelle dans nos pays, à la rareté des financements, à la difficulté d'implémentation de ce projet. Comment vous arrivez à mettre en place des PPP, à les réussir dans le domaine des énergies renouvelables? Merci beaucoup, M. Amri. Tout d'abord, je tiens à remercier le TABC pour l'invitation. J'aimerais peut-être commencer par introduire un tout petit peu l'unité PPP du Mali et notre rôle au sein de l'unité PPP. Nous accompagnons plusieurs départements gouvernementaux maliens en tant qu'organisme expert national dans le processus de mise en œuvre d'un projet PPP au Mali. Et notre ambition est très claire, c'est faire émerger une génération de PPP plus inclusive, plus transparent et aligné avec les objectifs de l'État. Vous savez, face aux besoins urgents, le partenariat public-privé devient non seulement souhaitable, mais indispensable. C'est pourquoi, face à la crise énergétique au Mali, l'État a adopté une politique de transition énergétique en faisant recours au partenariat public-privé pour le développement des centrales solaires afin de réduire la part du thermique dans le mix énergétique du pays. On a plusieurs projets en cours de réalisation
Il y a plusieurs projets où les contrats ont été signés, approuvés en Conseil des ministres. Mais j'aimerais parler d'un projet spécifique qui est le projet de centrale solaire de 50 MW dans la région de Kita. C'est un projet de partenariat public-privé entre le gouvernement du Mali et la société Akio Energy, une puissance de 50 MW. Donc la centrale a commencé à injecter ses premiers kilowattheures dans le réseau national à partir de mars 2020. Donc, d'après Akio, ce projet vise à fournir de l'électricité à plus de 120 000 foyers maliens et éviter 52 000 tonnes de CO2 par an, et renforcer l'indépendance énergétique du Mali et réduire le déficit actuel, soutenir la transition vers les énergies renouvelables. Et à l'époque, c'était la centrale solaire la plus grande dans la sous-région. Et aussi créer des emplois directs et indirects pour lutter contre le chômage. Je pense que M. Majoud a touché ces points-là dans son intervention. Et aussi générer des bénéfices locaux via un projet agricole de 5 hectares destiné à 120 bénéficiaires dans 8 villages. Et la majorité de ces bénéficiaires, c'est des femmes. Donc, c'est dans l'emprise de la centrale même qu'ils ont aménagé les 5 hectares pour les travaux de maraîchage et consort pour les femmes. Bon, c'est un projet qu'on peut dire avec un mécanisme de partage des risques très optimal. Et depuis l'injection sur le réseau, nous n'avons pas eu de problème. Et nous, comme l'unité de partenariat public-privé, dans notre rôle de suivi, évaluation des projets en cours d'exploitation, nous effectuons avec le département national de l'énergie souvent des visites de terrain pour aller voir l'état, pour faire l'état des lieux. Et aussi, la centrale envoie aussi des rapports mensuels et des rapports annuels aux différents acteurs du secteur, dont moi-même je suis inclus. À part ça, il y a d'autres projets qui sont en cours de développement. Il y a la centrale de 50 MW à Sikasso, dont le contrat a été signé et approuvé en Conseil des ministres. Il y a aussi la centrale de 35 MW à Tienfala. Il y a la centrale aussi de 93 MW à Bla. Mais j'aimerais mentionner quelque chose là. Cette centrale de Kita a commencé avec un tarif d'à peu près 14 centimes d'euros par kilowattheure. Et à l'époque, mais maintenant, toutes les 4 centrales que je viens de citer, c'est moins de 8 centimes par kilowattheure. Donc ça, c'est vraiment dû aux efforts de l'unité de partenariat public-privé et en équipant réellement l'État pour faire des négociations des tarifs. Nous avons vraiment réussi à avoir un tarif national qui est très acceptable. Donc je m'arrête là pour le moment. Et merci. Merci beaucoup. Donc, ça me fait rebondir sur la question de financement et le sujet de la bancabilité des partenariats publics-privés. Donc, je vais céder la parole à M. Abdoulaye Thiam. M. Thiam, il est juriste expert en marché public et PPP pour Expertise France, groupe AFD, depuis 2019. Il intervient sur le développement de projets et leur mise en œuvre, leur élaboration, cahier de charges, négociations contractuelles, jusqu'à la mise en place de ces projets, grâce notamment à des outils méthodologiques pour la promotion des partenariats publics-privés. Monsieur Thiam, ma question, comment assurer la bancabilité de ces PPP? Quelles sont ces conditions? Bon, merci Khaled. C'est aussi l'occasion de remercier les organisateurs et partager avec les panélistes l'honneur d'être là avec vous, surtout avec des visages qui ne sont pas méconnus et d'autres que je viens de connaître.
Donc, pour revenir à la question de la bancabilité des projets PPP, il est important peut-être de poser la situation. Parce qu'en réalité, la bancabilité des projets PPP aujourd'hui fait face à un certain nombre de défis. Et ces défis sont essentiellement liés à l'absence d'études. Donc quand je dis études, c'est à la fois des études de préfaisabilité, des études de faisabilité qui permettront aux décideurs publics de tester la PPabilité du projet ou non. C'est quelque chose de fondamental, déjà au niveau de l'autorité décisionnaire. C'est encore beaucoup plus important du côté privé. Pourquoi? Parce que quand on dit bancabilité, on s'adresse au secteur privé au sens large, mais à l'intérieur duquel vous avez des investisseurs privés, vous avez le secteur bancaire, vous avez plus largement le secteur du financement des projets, dans lequel on retrouve les banques de développement, les partenaires techniques et financiers, et aussi bien des fonds d'investissement publics ou privés. Donc malheureusement, pour ce qui est en tout cas du cas de l'Afrique de façon générale, on est confronté à une absence d'études pour ce qui est des études en PPP. Quand bien même ces études existent dans certains pays, il y a encore d'autres freins comme ceux relatifs à l'absence de réglementation spécifique au PPP, donc des lois type PPP, voire même des institutions en capacité de piloter et d'accompagner la mise en œuvre des projets. Donc ça, ce sont aussi des défis, malheureusement, qu'on rencontre. Si je dois donner un chiffre à ce niveau, sur les 54 pays d'Afrique, aujourd'hui, on a 21 pays qui ne disposent pas de loi type PPP. Et parmi les 30 et quelques pays qui disposent encore de loi PPP, il n'y a que 17 qui disposent véritablement d'institutions en charge de PPP, où le nom commun que nous avons, ce sont les unités PPP. Donc, 17 sur 54, vous voyez la difficulté pour asseoir le développement des PPP à ce niveau. Bon, il y a aussi d'autres freins qu'on rencontre pratiquement dans beaucoup de domaines du secteur public, mais ces freins ne pardonnent pas au niveau des PPP. Tout ce qui est lié, par exemple, à l'absence d'études environnementales et sociales, c'est quelque chose de fondamental pour les PPP. Parce qu'au-delà de la mise en place du projet, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale pour son essor. Et un autre frein qui est très manifeste, c'est celui de la corruption. Donc la corruption dans les PPP est beaucoup plus grave. Comme vous le savez, les PPP, très généralement, ce sont des contrats longs, pour une durée moyenne en Afrique de 20 ans. Donc imaginons si on back un projet qui n'est pas inscrit dans la transparence requise et qu'il engage à la fois les autorités publiques et les autorités privées sur une durée longue, sa viabilité sera toujours remise en cause. Donc, de façon on peut ramasser, voilà les 4 grands freins qu'on rencontre dans le cadre de la mise en œuvre des PPP en termes de bancabilité, et cela se recoupe. Pour ce qui est des chiffres, aujourd'hui, par exemple, on a des cas, des pays où il y a une véritable absence d'acteurs en charge des PPP, et cela s'est traduit, malheureusement, par des projets auxquels l'État a décidé de renoncer en l'absence d'acteurs institutionnels en capacité de piloter ce type de projet. Bon, pour ne pas citer, il s'agit du cas du Tchad, c'était un projet d'énergie solaire. Donc ça, c'est un cas manifeste. Pour ce qui est de la question du manque de transparence, dans les années 2022, pour ceux qui sont en tout cas dans le milieu, en Zambie, on a constaté qu'il y a un projet, certes bancable, à ce niveau il était bien bancable, mais il s'est avéré que la passation ne s'inscrivait pas dans les normes de transparence. Donc il a fallu simplement
annuler ce contrat. Ce qui est aussi dommageable, aussi bien pour les populations qui devaient en bénéficier parce qu'il s'agit d'un projet énergétique, et aussi bien pour l'État, parce que c'est du temps consacré, finalement, qu'on a dû renoncer parce qu'il ne s'inscrivait pas dans les règles de transparence. Donc ça, c'est un cas manifeste, et malheureusement qui se manifeste aussi dans d'autres pays. Les autres freins aussi qu'on peut constater en termes de manque de bancabilité de ces projets PPP, c'est aussi leur niveau en termes de financement. Comme il est question de l'Afrique de façon générale, on est dans une situation où le secteur privé local, en particulier les banques, donc ceux qui sont en mesure d'accompagner les projets en PPP, sont très souvent limités par des règles prudentielles que nous connaissons tous. Donc la majorité des banques africaines aujourd'hui ne sont pas en capacité de financer un projet au-delà de 8 ans. Il y a peut-être 2 ou 3 pays qui ont la possibilité de financer des projets jusqu'à 15 ans. Mais si on met tout ça en relief avec la durée moyenne que présentent les PPP pour l'amortissement de l'investissement, vous voyez où se situe le problème. Donc, on appelle à un financement international qui est certes nécessaire, mais qui va demander encore beaucoup plus de garanties, et cela aussi pèse sur les budgets étatiques. Donc voilà un peu les freins en termes de bancabilité. Bon, si vous le permettez, comme il s'agit d'un panel et que je suis là au nom d'Expertise France, nous, à travers nos expériences, on a pu développer un certain nombre d'outils. Donc ce sont des outils liés à des questions réglementaires, institutionnelles, des études, le closing, donc finalement le suivi des contrats. Et on a développé suffisamment d'outils dans ce domaine à travers nos pays d'intervention. Et le projet sur lequel on s'appuie, c'est la Facility PPP, comme cela existe aujourd'hui dans certaines institutions de banques de développement que vous connaissez. Mais l'intérêt quand même de cet outil, c'est de permettre aujourd'hui de situer, de faire une topographie du pays dans lequel on intervient, de son unité PPP, ses capacités et ses limites pour pouvoir les accompagner à porter véritablement des projets en PPP. Bon, dans certains pays, c'est une réussite, mais l'Afrique de façon globale, quand on s'intéresse dans des pays où aujourd'hui les PPP sont devenus des véritables moteurs ou des outils de développement, comme cela existe dans certains pays, ils ne sont pas plus de 5. Certains ont été cités ici, c'est le Kenya, c'est le Maroc dans une certaine mesure, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Donc, en tout cas, les pays phares en la matière. Mais à ce niveau aussi, je pense qu'il y a un sujet important pour que les projets puissent être bancables au mieux, qu'on doit citer ou sensibiliser les acteurs. Moi, si je prends l'exemple de certains pays comme la France, où les PPP sont assez développés, il est question quand même de poser qui sont les acteurs de ces PPP. Les acteurs de ces PPP, ce sont les municipalités, ce sont les collectivités. Pourquoi? Parce que les collectivités, comme vous le savez, sont chargées d'un certain nombre de besoins d'ordre de services publics, que ce soit l'assainissement, le ramassage des ordures, les déchets. Donc, à l'échelle de chaque commune, à l'échelle de chaque région, ce sont des questions qui peuvent se poser. Mais en termes de financement, si vous les prenez à l'échelle d'une collectivité, ça ne représente pas grand-chose. Donc, à l'échelle africaine aussi, je pense que nos pays, nos collectivités, bien sûr avec l'accompagnement requis par l'État central, ont aussi un rôle à jouer à ce niveau pour que les collectivités puissent prendre part à leurs responsabilités à travers des mini-PPP de nature à répondre à leurs besoins, donc finalement bancables et qui peuvent aussi mobiliser le secteur privé local à travers le financement et aussi bien des acteurs de mise en œuvre. Donc je m'arrête là et je reste à votre écoute s'il y a des questions. Beaucoup, Abdoulaye. Donc, je vais rebondir sur la nécessité de bien préparer les partenariats publics-privés et effectivement le chemin nécessaire
avant d'arriver au lancement et la mise en place d'un PPP. Et ma question s'adresse à M. Majdoub, le président de l'instance générale des partenariats publics-privés en Tunisie. Comment se prend l'IGPPP pour la préparation et les études des PP? Quels sont les outils et les modalités dont vous disposez? Merci, Sikhal. Avant peut-être de répondre à votre question, je veux un peu interagir et rebondir sur le propos de la bancabilité et du financement. Comme on est dans un événement africain, probablement on doit tous être unis parce qu'en termes de partenariat public-privé, il y a la partie publique, le premier P, le deuxième P, le partenaire privé, et la troisième partie, c'est le bailleur, c'est le financeur. Et s'il n'y a pas de financement, les deux partenaires publics et privés ne peuvent pas construire et monter des projets. Cette question de bancabilité, personnellement, par rapport à ce qu'on a dans nos pays, le rating de nos pays, la solidité financière de nos pays, il faut peut-être que nous unissons pour travailler ensemble sur le développement de mécanismes de financement adaptés à nos contextes, à nos particularités, à nos spécificités, et de ne pas subir des modèles tout prêts qui ne sont que duplicables, qui sont pas duplicables sur nos contextes et sur notre continent. Donc, ce que j'ai annoncé tout à l'heure par la force de notre continent en termes de population et en termes aussi de besoins en infrastructure, il faut qu'on fait venir les bailleurs de s'adapter et de développer ensemble des produits qui nous sont spécifiques pour éviter, parce que là, moi je le vois tous les jours, ils demandent toujours cette garantie de l'État, cette garantie souveraine. Comment on fait recours à des PPP pour décongestionner le budget public, pour avoir un espace budgétaire, et vous nous demandez de passer par une garantie souveraine. Autant financer classiquement notre projet. Donc là, comme on est dans un événement africain, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que ce déficit d'infrastructure qui sera réalisé en PPP soit aussi adapté, et une discussion avec l'ensemble des bailleurs et des partenaires financiers de notre continent. Commençons par la BAD. Je critique un peu la BAD, qu'elle n'a pas de fenêtre privée pour le financement des PPP. Donc, il y a toujours ce financement classique. Donc, il y a d'autres bailleurs qui ont créé, comme la FD, elle a créé la Proparco pour financer donc, des projets en PPP. Donc, commençons par soi-même pour avoir donc cette alliance pour le développement de mécanismes de financement qui tiennent compte de notre particularité spécifique. Ça, c'est l'interaction par rapport à ce qui a été sur la bancabilité. Pour ce que l'IGPP fait, on a monté le PDF, le Project Development Fund, qui est le mécanisme, c'est un fonds de préparation de PPP. C'est un fonds qui a été créé en 2022. Ce fonds servira de base pour le support de toutes les entités publiques dans le développement et la préparation des projets. Des projets bien préparés, c'est des projets qui seront certainement bancables, et l'instance procure cet accompagnement à toutes les autorités publiques. Nous sommes en phase de levée de fonds pour ce fonds. Là, la première contribution qui vient de bras financiers de l'État, à savoir la CDC, et on est en pourparlers pour la levée de fonds cette année pour ce fonds, avec la contribution d'un ensemble de bailleurs de fonds. Ça, c'est la pierre angulaire, à mon sens, et l'outil très indispensable qu'une unité PPP doit avoir à sa disposition. Elle doit être bien baquée. On a une banque d'experts qui est consultable sous peu de temps,
et elle est mobilisable pour accompagner, que ce soit dans le processus de préparation du projet PPP, mais aussi on a réservé un pourcentage important aussi sur l'aspect renforcement de capacité, qui est très important. Il faut que les autorités publiques soient aussi bien outillées et soient bien familiarisées aussi, parce qu'il y a de la formation pédagogique, de la formation sensibilisation et aussi de la formation technique à proprement parler pour composer avec l'outil PPP qui n'est pas facile disons, à manier au niveau des autorités publiques qui ne sont pas habituées à ce mécanisme. Cet outil aussi, à la disposition de l'EJPP, il a une mission aussi d'accompagnement dans l'exécution des contrats, dans les missions, comme on sait, c'est des contrats de long terme qui peuvent aussi subir des modifications, des ajustements. Donc, on les accompagne dans tout ce qui est restructuration des projets, dans tout ce qui est renégociation des projets. Et c'est un peu le bureau de conseil des autorités publiques en matière de PPP, dans tout le cycle de vie d'un PPP, de l'identification, la préparation, la soutenabilité, la transaction, tout le process, la négociation du contrat et par la suite le suivi et éventuellement les rééquilibrages, la renégociation du contrat. Ça, c'est un aspect important et un outil important. Nous travaillons aussi sur un autre fonds qui est le gap de financement, le VGF, la viability gap aussi, c'est important dans la recherche d'outils et de techniques de financement, comme je disais au début. Il faut aussi que la partie publique ait à sa disposition cet outil pour combler le gap de financement et qu'on parle réellement d'un partenariat gagnant-gagnant, que la partie publique, la partie privée et aussi le bailleur qui va aussi rester avec nous pendant des années soit aussi dans la même lignée et soit aussi dans le contexte de notre continent. Un dernier point par rapport au financement et par rapport au contexte, là c'est un peu tunisien et je rebondis aussi sur l'aspect, je donne un exemple, l'énergie renouvelable. On a lancé en mois d'octobre dernier un appel à projet pour 200 MW pour des petites capacités de 1, 2 jusqu'à 10 MW solaires. C'est des capacités qui seront réalisées par des investisseurs nationaux. La date limite a expiré le 30 avril et on n'a pas atteint les 200 MW. Savez-vous pourquoi? C'est une question de bancabilité, c'est une question de financement, pas de bancabilité, plutôt de financement. Et comme c'est des financements des petits tickets, donc 1, 2 MW, ce n'est pas des grandes tickets à mobiliser. Et là, comme disait Abdoulaye, cette histoire de trouver des outils de financement offerts par les banques locales pour que la transition énergétique soit et les objectifs arrêtés par le gouvernement soient atteints. Donc, on a été obligé de repousser la date limite et d'entrer en négociation avec le secteur bancaire. Cette question de maturité, cette question de ratio prudentiel, elle fait défaut par rapport à des projets dont la moyenne un peu, c'est des 20 à 25 ans de durée de vie, d'amortissement, d'investissement, alors que la maturité, elle ne dépasse pas les 10 ans au plus. Donc, le projet peut être rentable, peut être payable, disons, mais s'il y a un souci au niveau du financement ou des outils classiques de financement, on ne peut pas atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Merci. Merci, Seratf. Merci beaucoup pour l'intervention. Donc, effectivement, on a une multitude d'outils nécessaires. Le financement en est un, mais également l'investissement et l'attractivité des fonds propres et des investisseurs internationaux en est un autre.
Donc ma question suivante, c'est que doit-on faire finalement pour aider à faciliter ces PPP, à attirer davantage d'investisseurs? Comment on peut adapter davantage le cadre de l'investissement en Tunisie? Merci. Je voudrais encore peut-être un tout petit peu rebondir sur cette question de bancabilité effectivement des projets PPP, parce que j'ai eu à traiter des projets PPP dans le cadre de mes anciennes fonctions. On a parlé tout à l'heure d'une montée en compétences au niveau des structures publiques, au niveau des structures en charge des PPP, au niveau des administrations ou peut-être aussi donc des partenaires publics, mais également au niveau du secteur financier. Il y a aussi, et Atf vient de le mentionner, il y a aussi ce besoin de monter en compétences. Aujourd'hui, les banques commerciales, elles ont l'habitude de financer et de faire du corporate banking, mais pas du project finance. Sur des grands projets donc de concession et d'autorisation, les DFI sont là pour financer, mais il faut aussi que le secteur bancaire local soit aussi prêt à accompagner ce type d'investisseurs. Pour les petits tickets, ils n'ont plus accès aux DFIs et donc c'est le financement classique, c'est le financement bancaire. Donc il faut que cette culture effectivement de project finance soit spreadée au niveau donc des banques commerciales. Il faut une certaine montée en compétences. Il faut un changement aussi des normes prudentielles pour que aujourd'hui les banques vous disent moi je peux pas financer plus que 7-8 ans, donc il me faut des garanties. Donc tout le concept de project finance est à installer clairement au niveau donc du secteur financier. Sur la banque, peut-être sur l'attraction effectivement des investisseurs et l'attraction des investisseurs en termes de PPP, on peut aussi parler d'une bancabilité d'une loi d'investissement. Est-ce que la loi d'investissement est bancable ou n'est pas bancable? Ça veut dire quoi une loi d'investissement bancable? C'est certaines règles, c'est-à-dire une stabilité au niveau de la réglementation, une stabilité principalement fiscale, une simplification administrative, un accès aux garanties et sûretés, donc un droit d'hypothéquer ou de nantir les actifs, une compatibilité avec les normes internationales. Quand on est dans l'incertitude, quand on a des changements donc au niveau donc réglementaire, ceci crée de l'incertitude auprès des investisseurs et effectivement donc ça peut être un frein. Donc une loi d'investissement bancable, clairement elle favorise l'arrivée des capitaux privés, surtout donc pour les projets PPP. Pour la Tunisie, notre loi d'investissement promulguée donc en 2017 est une loi d'investissement bancable parce que nous cochons presque toutes les cases d'une loi d'investissement bancable. La liberté d'investissement et l'égalité de traitement est liée. Donc l'investissement est libre dans presque tous les secteurs économiques avec une égalité de traitement entre les investisseurs locaux et étrangers. Une simplification administrative avec la création d'ailleurs comme interlocuteur unique de la Tunisia Investment Authority, et nous avons vu des exemples au Maroc où cet interlocuteur unique a été contributeur pour le développement de certains projets donc PPP, et nous travaillons aujourd'hui au niveau de l'ATIA sur l'interlocuteur unique digital, donc pour créer la plateforme nationale de l'investisseur. Une protection juridique renforcée est liée au niveau de notre loi avec des garanties aujourd'hui donc qui existent contre l'expropriation. La possibilité et la liberté de transférer les bénéfices et dividendes donc à l'étranger. Des incentives ciblés, c'est peut-être pas le cas des PPP parce que leur cadre il est spécifique,
Mais clairement, une loi d'investissement bancable favorise effectivement l'attraction et donc des capitaux privés, ce qui contribue donc au développement des PPE. Merci beaucoup. Donc effectivement, là on voit l'ensemble des outils et la panoplie d'outils nécessaires pour réussir les PPP. Ça rend effectivement la tâche complexe, mais finalement, pour faire et pour réussir ces PPP, on a besoin également toujours, comme l'a dit Abdoulaye et les intervenants, d'une unité PPP. Non seulement elle existe, mais il faut qu'elle soit en compétences, avec des compétences diversifiées. Monsieur Bondoma, si vous pouvez nous donner l'exemple du Cameroun, comment est-ce que l'unité PPP est en mesure de faciliter les PPP, non seulement les PPP classiques, je ne parle pas des marchés classiques, mais les PPP qui suivent une procédure classique, mais aussi, de plus en plus, voyons la réalité, de PPP qui viennent suite à une offre spontanée. Comment vous faites? Alors, l'organisation des unités PPP varie beaucoup en fonction des pays, mais il y a au moins un point de convergence qui est celui de l'évaluation des projets, qui est celui de l'appui conseil. Donc, au moins à ces deux niveaux-là, il y a une convergence des missions des unités PPP. Donc, l'expérience du Cameroun, je ne voudrais pas qu'elle soit interprétée ici comme étant une leçon que nous donnons à qui que ce soit, parce que je crois que le plus important, c'est de parvenir à une efficacité de l'action en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, s'agissant effectivement du Cameroun, l'unité PPP couvre pratiquement tout le cycle de la contractualisation du projet. Ça veut dire que nous partons de l'évaluation jusqu'au suivi de l'exécution du projet. L'évaluation commence à partir du moment où nous recevons l'étude de faisabilité. Et c'est le lieu de dire ici que, en matière de contrat de partenariat public-privé, il n'est pas bon de tricher. Parce que si vous trichez, ça va vous rattraper. Le projet ne pourra même jamais s'exécuter. On a parfois vu des hommes politiques qui pensent qu'il s'agit d'imaginer un projet ou d'avoir une idée la nuit pour que le lendemain, le projet puisse être réalisé en PPP. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on vous dit que le premier intrant dans la procédure, c'est cette étude de faisabilité, vous comprenez que si vous ne la menez pas de façon convenable, votre processus est voué à l'échec. Et donc, notre travail commence par là, par la réception d'une étude de faisabilité en bonne et due forme, conforme à une norme que nous avons consignée dans un guide, parce que nous avons élaboré un guide de réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet qui est pressenti en contrat de partenariat public-privé. Et à partir de là, nous déployons donc la boîte à outils qui a été mise à notre disposition avec la collaboration de beaucoup de partenaires pour pouvoir identifier si le projet est réalisable ou pas en partenariat public-privé. Et c'est à partir de là que le processus est donc déclenché pour que le projet puisse ensuite recevoir un avis de soutenabilité budgétaire du ministre des Finances. La soutenabilité budgétaire s'explique par ce que j'ai dit dans mon propos introductif ici, parce que un projet PPP, en général, charrie d'importantes charges budgétaires.
Et donc, il est bon que le ministre des Finances puisse se prononcer sur sa capacité ou non à pouvoir faire face à ces engagements sur la durée du contrat. Et ensuite, nous assistons l'autorité contractante pendant toute la phase de contractualisation, c'est-à-dire de l'appel à manifestation d'intérêt, à l'appel d'offres restreint, jusqu'à la négociation des termes du contrat. Donc, en fait, nous sommes le conseiller de l'autorité contractante. Et c'est pourquoi nous nous appuyons sur une expertise pluridisciplinaire avec des juristes, des ingénieurs, des financiers, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez soulevé la problématique des offres spontanées. Et c'est là aussi un problème sérieux parce que l'offre spontanée, lorsqu'elle répond même encore à un besoin qu'on aurait peut-être minimisé par le passé, peut se comprendre. Mais vous allez constater que dans beaucoup de cas, les autorités contractantes se cachent derrière les offres spontanées pour masquer un tout petit peu leur faible volonté à assumer la bonne préparation des projets. Et à partir de là, si on ne fait pas un encadrement serré, on va déboucher sur n'importe quoi. Parce que dans ma première prise de parole ici, j'indiquais qu'un projet PPP n'est pas un projet spécial. C'est un projet qui doit ressortir du programme gouvernemental d'investissement public. Alors, comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas prévu quelque chose et que subitement on y pense la nuit et le lendemain on veut le réaliser en PPP? C'est un problème. Et donc, les offres spontanées devraient donc être prises avec beaucoup de rigueur. Il faudrait pouvoir identifier, en tout cas c'est ce que nous faisons au Cameroun, qu'elles apportent réellement quelque chose, qu'elles ont une valeur ajoutée. Ça peut être une innovation particulière dans un domaine donné, ça peut être un besoin urgent qui est apparu à un moment donné dans un secteur. En tout cas, tout cela est encadré par des dispositions légales aujourd'hui qui font en sorte qu'il n'est plus possible d'introduire un projet qui sorte du processus de planification. Et le processus de planification, je crois que vous le connaissez très bien, vous avez travaillé avec nous depuis bientôt 2 ans sur l'identification et la priorisation des projets. C'est un exercice que nous faisons en collaboration avec les porteurs publics de projets et de manière concertée, nous avons un paquet de projets que nous mettons dans un outil qui est l'outil de priorisation et à partir de l'outil, nous avons un classement pour voir les projets qui présentent le plus une capacité à être réalisés en partenariat public-privé que les autres. Donc voilà ce que nous faisons au Cameroun pour adresser cette préoccupation des offres spontanées. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous touchons également une autre facette importante des PPP, à savoir la discipline, non seulement budgétaire, mais la discipline de planification et d'organisation, et comme étant un réceptacle d'expertise à même de mettre en cause ou de faciliter ou de résister à la spontanéité de l'offre spontanée. Donc, je vais poser une question similaire à Dr Abdelrahman par rapport à ces offres spontanées qui sont une réalité dans nos pays. Comment vous faites pour traiter ces offres spontanées avec l'unité PPP du Mali? Quelles sont les sollicitations et comment vous analysez, vous décortiquez ces projets? Quelles sont les problématiques et les défis par rapport à ces offres spontanées? Merci beaucoup, Khaled. Tout d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur une toute petite différence entre le cadre malien et le cadre camerounais, comme il vient de l'expliquer. Au Mali, nous avons ce qu'on appelle les principes de gouvernance.
Donc le principe de gouvernance, c'est basé sur la séparation des pouvoirs. Donc c'est fait pour vraiment éviter d'une manière à garantir l'absence des risques, conflits d'intérêts, le chevauchement d'attributions et l'autonomie et l'indépendance des acteurs institutionnels. Dans ce cadre, nous avons maintenant la fonction opérationnelle est assurée par l'autorité contractante. Tout ce qui est le développement, donc comme mon prédécesseur vient de mentionner, il parle d'une étude de faisabilité. Bon, chez nous, c'est un rapport d'évaluation préalable qui est soumis à l'unité PPP pour évaluation. Donc, l'élaboration de ce rapport est assurée par l'autorité contractante. L'évaluation et l'expertise du processus PPP est assurée par l'unité PPP, qui est un organe consultatif créé auprès du Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre? Parce qu'au Mali, c'est le Premier ministre qui lance le processus PPP. Donc, quand l'unité donne un avis favorable en disant que tel ou tel projet est économiquement avantageux pour l'État, donc le Premier ministre décide de lancer le processus PPP. Maintenant, ça part en phase de contractualisation qui est maintenant gérée par ce qu'on appelle la DGMP. Et ce qui concerne la clôture budgétaire et l'étude de soutenabilité budgétaire, c'est le ministère en charge des Finances. Et maintenant, nous avons, dans le cas des secteurs régulés, c'est l'organe de régulation. Par exemple, dans le cas de l'énergie, l'électricité et de l'eau, nous avons la commission de régulation de l'eau et de l'électricité au Mali. Maintenant, il a parlé de programme d'investissement. Par définition, une offre spontanée, c'est une offre d'un partenaire privé qui n'est pas inscrite dans un programme d'investissement. Bon, chez nous, c'est très difficile parce qu'on a un besoin en énergie. Donc, il y a déjà une cartographie des besoins et l'emplacement idéal des centrales. Donc, souvent, à défaut de manque de fonds d'études, nous avons les partenaires privés qui viennent prendre un projet déjà inscrit dans le programme d'investissement, donc pour aller effectuer l'étude et faire une offre. Donc, dans ce cas, la loi malienne a permis la procédure dérogatoire qui est caractérisée par ce qu'on appelle une entente directe. Donc, quand un partenaire privé vient auprès d'une autorité contractante, quand il y a l'intérêt, souvent entre eux, ils font un protocole d'accord entre eux. Parce que le partenaire essaie quand même de se protéger avant de se lancer dans les études. Donc, une fois qu'ils s'entendent entre eux, on a maintenant les études qui devraient être normalement faites par l'État. Maintenant, c'est le partenaire privé qui se lance dans ces études. Et maintenant, en se basant sur les résultats de ces études, l'autorité contractante, qui est le département ministériel porteur du projet, maintenant va élaborer un rapport d'évaluation préalable qui est soumis à l'unité PPP pour analyse. Maintenant, à l'issue de l'avis de l'unité PPP, on va maintenant dans la procédure contractuelle, et c'est la Direction nationale des marchés publics et de délégation des services publics qui gère à ce niveau. Donc, comme il a expliqué dans le cas du Cameroun, maintenant on va à l'appel à concurrence. Bon, en réalité, souvent, ils peuvent directement attribuer le marché aux partenaires parce qu'il y a la procédure dérogatoire qui est là, une entente directe entre le département et le partenaire privé. Et maintenant, la procédure est lancée. Et je peux vous dire, dans notre cas, la majeure partie des projets, c'est des offres spontanées. Mais c'est masqué sous... on appelle entente directe entre l'autorité contractante et le partenaire privé. Merci. Très bien, merci beaucoup.
Donc, effectivement, nous avons également exploré donc, les offres spontanées. Des offres spontanées, effectivement, il y en a bien beaucoup dans notre continent. Ce n'est pas un problème en soi, mais toujours est-il qu'il est nécessaire d'avoir des unités PPP bien outillées pour faire face à ces offres spontanées, à bien les diligenter, tenir compte des engagements de l'État sur le long terme, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises. Un point important qui a été mentionné, c'est la bancabilité et plutôt les outils de financement ou le manque d'outils de financement et de profondeur de ces outils de financement. Donc, on a bien vu ici que nous avons des unités PPP qui sont expertes, de plus en plus expertes, et ça fait chaud au cœur de voir ce niveau d'expertise parmi les unités PPP. Aujourd'hui, on se retrouve avec probablement un secteur privé, un secteur bancaire qui nécessite ou mérite une attention et il mérite une préparation et des outils de préparation. Alors ma question est, Abdoulaye, comment faut-il faire pour préparer les secteurs bancaires à bien analyser les PPP, à être en mesure de financer ces petits tickets ou ces tickets moyens sur des maturités suffisamment longues et avec des conditions financières suffisamment attractives? Est-ce que les bailleurs aujourd'hui ont des outils de la sorte? Est-ce que Expertise France envisage ou a dans le tuyau des outils dans ce sens? Alors, merci Khaled. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais quand même préciser un élément. En ce qui concerne l'absence d'études, que ce soit une offre spontanée ou une offre ici dans le plan national de développement, vous aurez bien compris, ce qui revient toujours, c'est le financement. Parce qu'en réalité, pour financer une étude de la pré-FESA jusqu'à la mise sur le marché, donc pour arriver en closing, en moyenne, c'est entre, on va dire, 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça, c'est un coût. Aujourd'hui, on sait que dans le secteur privé, par exemple, pour tout ce qui est lié à la faisabilité d'un projet, sans même parler des PPP, il y a ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Et au niveau des PPP, on pourrait aussi se situer dans cette situation pour avoir un véritable financement des études. Mais pour y arriver aujourd'hui, je pense au niveau des bailleurs, par rapport aux problématiques qui sont posées par les investisseurs privés pour que les projets PPP soient bancables, il y a un certain nombre de demandes qui sont formulées. C'est autour des garanties, donc des sûretés, qui sont aujourd'hui quand même couverts, en tout cas en termes d'engagement, qui sont couverts par le MIGA que nous connaissons, qui sont aussi couverts aujourd'hui par certains acteurs au niveau de la BAD, par exemple, en tant que banque de développement. Donc je pense qu'il y a une réponse à ce niveau. Mais une des réponses qu'on rencontre sur le marché qui me semble être la plus complète, ce sont les blended finance aujourd'hui qui existent, où on a à la fois des acteurs publics, donc étatiques, quand il s'agit d'apporter une subvention pour la faisabilité du projet, l'État est là. Quand il s'agit d'accorder des garanties, on a aussi un certain nombre d'acteurs multilatéraux. Et quand il s'agit du financement véritablement, il faut qu'il y ait le secteur bancaire. Donc souvent, au-delà même des réticences que peut avoir l'investisseur privé lui-même, les banques ont du mal à suivre. Mais quand les banques voient que sur tel projet, il y a la présence d'une institution multilatérale type Banque mondiale qui se charge des garanties et que l'État s'engage à subventionner un certain nombre de tarifs pour que le projet soit bancable, je pense qu'il y a une forme de réponse qui existe sur le marché. Mais comme cela a été dit précédemment, qui dit subvention
ou garanties à long terme, ce sont aussi des engagements de l'État, parce que ça se fait par le biais des prêts souverains ou des instruments financiers que vous connaissez. Donc ça aussi, ça pose problème. Donc finalement, la question peut se poser, si on est amené en termes de solutions à se dire pour que les projets PPP, en tout cas certains, puissent véritablement se réaliser, il faut tous ces acteurs-là, il faut tous ces garanties, il faut tous ces engagements. Pourquoi finalement ne pas faire au marché public classique? Mais la question aussi se pose parce qu'au marché public classique, comme vous le savez, très souvent, il revient aussi à la charge à l'acteur public de rédiger ses cahiers des charges, donc son DCE de façon complète, ce qui n'est pas aussi gagné. Donc, on est toujours sur un éternel recommencement sur ces cas de figure. Donc, je pense que les unités PPP aujourd'hui, à travers les acteurs qui les composent, en tout cas pour certains pays que nous connaissons, ont une certaine compétence et des outils de nature à mobiliser tous les acteurs requis pour pouvoir mettre en place des projets PPP bancables et durables. Maintenant, le rôle des bailleurs dans lesquels je me retrouve, parce qu'Expertise France fait partie du groupe AFD, qui à son interne quand même a développé un certain nombre de services comme ProParco, qui est là et qui a été créé, à côté à Histoire aussi, pour accompagner le secteur privé. Et tout ce qui relèverait par exemple des engagements de l'État, là aussi l'AFD peut y répondre en tant que banque de développement. Bon, ça reste des engagements, mais à notre niveau quand même, Expertise France, si on est mobilisé, on peut aussi aider à mobiliser l'expertise nécessaire avec un regard rigoureux pour ce qui est des études. Quand il s'agit par exemple d'un projet ici d'un plan national de développement, bon, on entend souvent ce terme, même à ce niveau aussi, je pense qu'il y a un sujet qu'il faut poser. Quand on dit plan national de développement, dans lequel on retrouve un certain nombre de projets identifiés comme pépéisables, et quand on s'y intéresse de très près, et malheureusement on se rend compte que rien n'a été fait, ou souvent même, on n'a même pas une fiche de projet synthétique qui tient sur 2 pages de nature à la mettre sur le marché. Ça aussi, c'est un problème. Donc, avec l'implication des acteurs privés, ou même comme Expertise France, qui ont l'habitude quand même d'être confrontés à ces types de demandes, je pense qu'il y a des solutions à apporter à travers cette demande de rigueur qui consiste à faire des études ou à demander à ce que les études soient faites. Concrètement, pour ce qui est aujourd'hui des offres spontanées, qui est une réalité, en tout cas nous, au niveau d'Expertise France, on sait que c'est une réalité, raison pour laquelle, dans les derniers textes de réforme qu'on a accompagnés, au lieu de la réfuter, ce qu'on a voulu, c'est de l'encadrer au mieux. Comment? En demandant à ce qu'une offre spontanée soit obligatoirement contre-expertisée. Qui dit contre-expertise? Donc une étude, au même titre que le promoteur privé a pu faire pour présenter la faisabilité de son projet, l'acteur public aussi à son tour va la contre-expertiser. Si les conclusions sont identiques donc sur la pépéasibilité du projet, on se dit que là on est sur quelque chose de sérieux. On ne s'arrête pas là. Dans les mêmes lois, l'État ou l'acteur public a aussi la possibilité de contractualiser directement avec cette entité privée, si elle le souhaite. Si elle veut aussi, elle peut remettre cette offre sur le marché par le biais d'un appel d'offres ou d'un dialogue compétitif qui lui permettra de choisir le meilleur ou le meilleur en termes d'offres de rendu. Mais il y a une question qui se pose, comme on sait, pour qu'il y ait cette offre spontanée, il a fallu faire des études au préalable pour ne pas quand même décourager les acteurs privés qui existent sur ce marché. L'État ou l'acteur public est tenu de rembourser quand même les études qui ont été faites
si par malheur, celui qui était à l'initiative de l'ordre spontané n'est pas l'attributaire final. Voilà. Merci beaucoup. Je propose d'ouvrir la possibilité au présent de poser des questions. Donc, on va faire circuler quelques microphones et nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, c'est Faisal Mabouli. Donc, je suis conseiller en exploitation. Je souhaiterais poser une question. Est-ce que le gouvernement camerounais a élaboré un manuel de procédure pour ce qui est du partenariat public-privé? Et est-ce que ce PPP a été pratiqué réellement par de nombreuses entreprises? Merci. D'autres questions? Juste, on va prendre une salve de questions et on va y répondre. D'autres questions? Merci. Olume Guiroger du ministère de l'économie au Cameroun. Ma question s'adresse à M. Abdoulaye. La question est de savoir quelle est la nature de l'accompagnement dans le cadre du partenariat bilatéral, de la coopération bilatérale. Comment est-ce que cette coopération peut apporter un plus à la valorisation des PPP au niveau continental et au niveau sous-régional africain? Merci. Bien. Bon, je remercie tous les panélistes là pour des informations très pertinentes et excellentes. Bon, moi, je travaille dans le secteur minier et ça m'a intéressé ce qui se passe au Congo avec le domaine minier, les différents éléments là. Bon, on sait bien qu'un investissement minier, ça demande beaucoup d'argent. Un grand budget, parce que comme vous avez vu, il y a une infrastructure, il y a du transport, il y a de l'extraction, il y a de la valorisation, il y a de la transformation, il y a toute une chaîne qui demande des milliers de milliards. Donc, est-ce qu'il y a là, comme l'a dit monsieur pour le Cameroun, donc il y a des manuels de procédure pour voir comment s'y prendre, parce que vraiment ça dépasse, c'est pas facile de trouver sur le marché des investisseurs comme ça. Ce sont des pays qui interviennent avec toutes leurs forces en ressources humaines, en ressources matérielles, un savoir-faire, il y a beaucoup de tout. Donc, est-ce qu'il y a des manuels qu'on peut les consulter et puis pour voir un peu comment s'y prendre? Et merci beaucoup. Très bien. Encore une ou deux questions? D'autres questions? OK. Donc, si vous voulez répondre, M. Bondema, aux premières questions. Oui, sur la question du manuel de procédure, je dirais qu'il y a même plus, parce que c'est un acte réglementaire, qui est notamment un décret qui décrit la procédure de contractualisation en partenariat public-privé. Et dans cet acte réglementaire, il y a donc deux principaux axes. Le premier axe, c'est la voie concurrentielle qui commence donc par un appel à manifestation d'intérêt, suivi de l'étape de l'appel d'offres restreint. Ensuite, un dialogue compétitif qui réunit les candidats préqualifiés, chacun à son tour devant une équipe de l'autorité contractante. Et à la suite du dialogue compétitif, il y a donc une proposition d'adjudication à l'autorité adjudicatrice qui est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui fait donc l'adjudication. Donc ça, c'est la première voie, la voie concurrentielle. Mais la deuxième voie,
c'est la voie de l'entente, de la négociation directe, parce qu'il y a aussi la possibilité qui est ouverte pour une négociation directe lorsque les circonstances l'exigent. Ça peut être le cas notamment lorsque le partenaire privé dispose d'une technologie toute particulière qu'on ne pourrait pas retrouver chez quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on peut autoriser en sa faveur la procédure d'entente directe. Et là, il n'y aura pas d'appel à manifestation d'intérêt, il n'y aura pas d'appel d'offres restreint. La procédure va commencer exactement à l'étape de dialogue compétitif. Donc, même lorsque il y a accord pour une entente directe, il y a quand même l'étape du dialogue dit compétitif, même si c'est avec une seule personne. Ça, c'est pour qu'on puisse s'assurer qu'il comprend exactement ce dont on a besoin. Et à partir de ce moment-là, si on s'assure qu'il dispose de toutes les capacités, la procédure va se poursuivre jusqu'à l'adjudication par le Premier ministre. Donc, il y a effectivement un acte réglementaire qui décrit toutes les étapes de la procédure. Je vous remercie. Monsieur Bondouma, Abdoulaye. Oui. Donc, pour répondre, merci Roger, pour répondre à ta question, je pense qu'elle est certes au cœur de ce que nous faisons, mais qui dit coopération bilatérale fait appel à deux. Donc, ici, on peut prendre l'exemple de deux États qui décident de rentrer en coopération. Donc, cela se fait très souvent par une volonté commune autour des intérêts communs. Donc, c'est assez classique. On a des exemples, si je reste à l'échelle du continent, par exemple, le dialogue le dialogue maroco-sénégalais qui existe, je pense qu'il y a un exemple. Tout petit, je pense que c'est le premier que j'ai eu à entendre. Il y a aussi tout récemment un dialogue mauritano-sénégalais. Je suis bien placé pour en parler parce que je suis originaire de la Mauritanie. Qui est articulé autour de la gestion des ressources naturelles, en l'occurrence le gaz. Il y a une formule qui a été trouvée, étant entendu que tous les deux pays partaient quand même d'un besoin, à savoir l'exploitation de leurs ressources naturelles, qui est aussi située à la frontière des deux pays. Ils ont décidé ensemble d'aller à la rencontre des développeurs, des explorateurs, pour pouvoir mettre sur pied ce projet qui a aujourd'hui commencé à livrer ses produits sur le marché. Donc ça, c'est un exemple, je pense, concret. De façon peut-être plus restreinte, si je le ramène maintenant au cadre de la coopération bilatérale qu'on pourrait inscrire dans le cadre de ce que nous faisons autour des PPP, et très souvent, l'angle d'attaque, il est scientifique. Quand je dis scientifique, c'est autour de partage de bonnes pratiques. Par exemple, au niveau de la France, il y a un exemple de PPP qui n'est plus à démontrer, comme j'ai eu à le dire, mais qui est porté par les collectivités. Principalement, je peux me dire plus de 80% des PPP en France sont portés par les collectivités territoriales. Mais à l'inverse, si on s'intéresse à l'échelle de notre continent, on sait très bien, je ne sais pas si c'est un malheur ou c'est une situation juste qu'on doit citer, très souvent, ce sont les États qui portent les PPP. Et ça me permet quand même de faire une petite digression par rapport à ce sujet. Dans les pays où les PPP ont connu leur véritable succès, ils ont concerné au départ les besoins de base, comme on dit, l'accès à l'eau, l'éducation, la santé et l'assainissement. Parce que derrière, en termes de retour sur investissement, on sait bien aujourd'hui que s'il s'agit par exemple de l'accès à l'électricité, derrière chaque compteur, c'est un paiement qui est attendu par l'investisseur. Donc à ce niveau, je pense que c'est quelque chose qui devrait inspirer. Bon, heureusement, en Afrique quand même, on sait que parmi aussi les projets PPP qui sont portés, plus de 80% tournent aussi autour de secteurs dits rentables. C'est l'énergie et les télécoms. Donc malheureusement, on a délaissé d'autres secteurs qui sont de base, qui sont aussi de nature à apporter des bénéfices, même si très souvent, s'il s'agit de l'eau ou de l'électricité même, c'est subventionné par l'État, mais ça reste quand même des secteurs de base de nature à asseoir un véritable développement.
Donc c'est ce qui va peut-être donner par la suite, au niveau de la coopération bilatérale, un poids en s'inspirant de ce qui est nécessaire et mieux pour les populations concernées. Merci beaucoup. Merci, honorables panélistes intervenants. Il m'incombe donc de faire une synthèse de ce panel. Je pense que nous arrivons au terme de cette discussion. Je rappelle donc qu'il s'agissait de trouver les synergies et impacts des PPP pour une croissance durable et une résilience économique. Il m'incombe de démystifier le mammouth. Encore une fois, le PPP, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un guichet unique. Mais là où on a un guichet unique pour l'investissement, ici on a un guichet unique pour le projet, pour l'infrastructure publique, un guichet unique, privé et public, mais qui nécessite beaucoup de diligence, beaucoup de préparation. Lorsqu'il est bien préparé, un PPP, ça marche tout seul, ça génère des retombées économiques. Nous avons vu ici les exemples au Cameroun, les exemples de projets solaires, donc au Mali, avec les impacts en termes de solutions à la crise énergétique, les projets routiers au Cameroun, donc avec la solution que ça a proposée pour décongestionner le port de Kribi. Nous avons également vu les autres pays, donc en Tunisie, la nécessité d'avoir encore et toujours des outils pour accompagner et pour faire réussir ces PPP, les outils de préparation. On a vu que la préparation nécessite certes un cadre juridique qui se marie et qui découle du code de l'investissement. Un PPP, une loi de PPP ne vit pas en isolation du code de l'investissement. Il y a des préalables qui en sont nécessaires, comme l'a dit Madame Ayadi, les préalables en termes de niveau de formation, d'employabilité des jeunes, de facilitation de l'investissement. Ça, ce sont des points à vérifier indépendamment de l'existence de la loi sur les PPP. L'unité PPP, le véritable fer de lance, une unité PPP bien staffée, bien outillée et indispensable pour faciliter les PPP. Ça prend du temps, ça nécessite un travail ardu, mais ça porte ses fruits au bout de quelques années. Ça permet également la résilience au niveau de l'État par rapport à ces projets, par rapport à la discipline de choix étudiés, structurés des PPP. Les PPP, ils échouent souvent parce qu'ils n'ont pas été bien sélectionnés, parce qu'ils ne sont pas bien nés, ils ont été imposés par un agenda ou un autre, ou du jour au lendemain sous une pression politique. Mais même en cas de pression de toute nature, une unité PPP qui est bien outillée permet de ramener les décideurs à la raison, permet une résilience en matière de processus de décision. On a vu les exemples également donc, dans nos autres pays africains. Le PPP, c'est une solution clé en main, mais l'arlésienne, c'est le financement. Et la disponibilité du financement, effectivement, c'est un challenge qui perdure, mais c'est un challenge qui se solutionne avec également des solutions nationales, avec également une mise en capacité des banques nationales pour les premiers projets, pour les projets à faible ticket. C'est une solution de financement global. M. Majdoub a parlé du PDF, mais a parlé aussi du VGF, le Viability Gap Fund. M. Bondoma a mentionné et a parlé de la lourdeur de support de l'État de ces PPP. Donc l'État subventionne, finance, suit, mais pour avoir une solution de long terme et pour avoir un développement économique standardisé, je reviens au guichet unique, n'est-ce pas? Le guichet unique, ça permet d'avoir un parcours standardisé. Eh bien, le PPP, c'est pas très loin, ça permet d'avoir un véhicule d'investissement public standardisé, réplicable.
Merci, merci honorable invité, et j'espère que vous avez tiré parti de ce workshop. Donc nous restons à votre disposition avec des discussions annexes et connexes, parce que je pense que c'est un sujet qui va revenir les années prochaines, et c'est un sujet qui aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur Dr Traoré, c'est indispensable. Le PPP est une nécessité, on ne peut pas y échapper, donc on va en discuter encore et encore. Merci beaucoup.